La Chine est prête à profiter des pertes continues que la Russie subit dans la guerre russo-ukrainienne pour reconquérir son précieux territoire, la Mandchourie. Tout le monde pense que la prochaine cible de la Chine sera Taïwan, mais vous verrez bientôt les choses différemment. Il est probable que beaucoup d'entre vous entendent parler de la Mandchourie pour la première fois et sont curieux de connaître cette région particulière et son importance pour la Chine. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients que ce conflit fait partie d'un contexte plus large. Notre compréhension de l'histoire mondiale se limite aux années 2000 car nous n'avons pas conscience de l'ampleur de ces tensions et ne pouvons pas comprendre le présent. Nous dévoilons les manœuvres du PCC dans un film comme celui-ci et bien sûr, cela ne leur fait pas plaisir. Chaque jour, des robots du PCC tentent de faire reculer et de dévaloriser nos films en apparaissant constamment en dessous d'eux. Veuillez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis et votre famille afin de nous aider à maintenir la diffusion de notre contenu. Une tribu mongole a été le premier habitant connu de la Mandchourie qui existait déjà avant la Chine et la Russie. De nombreuses personnes considèrent ce groupe nomade comme les ancêtres du peuple mandchou. Lorsque l'impérialisme a conquis le monde, les trois royaumes de Corée ont d'abord soumis la Mandchourie. Gengis Khan a conquis la Mandchourie et l'a intégrée à l'empire mongol au XIIe siècle. Nous nous souvenons de Gengis Khan, n'est-ce pas? Il fut l'un des souverains les plus redoutés du XIIe siècle et régna sur l'un des plus grands empires de l'histoire. Il a fondé un empire qui englobait le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale et le nord de la Chine. Aujourd'hui, cela englobe essentiellement toute l'Asie. Si vous avez entendu parler de lui, c'est probablement en raison de sa politique impitoyable d'asservissement et d'assassinat des populations qu'il soumettait. Cette période a toutefois pris fin, comme c'est le cas pour de nombreuses ambitions impériales, et la dynastie Qing a pris le contrôle de la Mandchourie de 1644 à 1912. En réalité, la dynastie Qing remonte aux Mandchous qui ont établi la Mandchourie comme leur centre de pouvoir. La Chine s'est solidement établie grâce à l'expansion agricole et commerciale de cette époque, et l'empire a commencé à s'étendre au Tibet et à la Mongolie entre 1736 et 1796. Malheureusement, le destin de la Chine s'est détérioré entre 1839 et 1949, une période que l'histoire a appelée le siècle de l'humiliation. Au cours de ces 110 années, tout ce que la Chine avait construit a commencé à s'effondrer et tous les autres pays ont commencé à se partager le territoire de la Chine. Après l'ouverture des marchés chinois grâce aux guerres de l'opium, l'empire chinois a été affaibli par des révoltes telles que la révolte des Boxers en 1899 et la révolte des Taiping en 1842. L'un des pires revers fut la guerre sino-japonaise de 1894 qui coûta à la Chine, Taïwan et la Corée. Pendant que tout cela se passait, la Russie a observé comment tout le monde attaquait la Chine et saisissait l'occasion de gagner quelque chose pour elle-même. Cela a donné à la Russie l'occasion de prendre sa revanche car elle était encore sous le choc de l'invasion mongole qui avait tenté de conquérir le pays au XIIIe siècle. Au cours du siècle, les Japonais ont occupé Taïwan et la Mandchourie, tandis que la Grande-Bretagne a conquis Hong Kong. Même après son arrivée au pouvoir en 1949, le Parti communiste chinois était toujours lié par des accords inéquitables qu'il avait signés dans sa situation désespérée. Le traité d'Egun a été signé à l'origine en 1858 après que l'Empire russe eut profité de la situation en rassemblant des dizaines de milliers de soldats à la frontière chinoise et en exigeant du roi qu'il cède une partie considérable de son territoire, alors connu sous le nom de Mandchourie extérieure. L'Amour, la région à l'est de l'Ussuri et la mer d'Okhotsk ont été cédées à la Russie par ce traité. Le deuxième traité, la Convention de Pékin, a été signé en 1860 et prévoyait que la Chine cède une partie de son territoire de la taille de l'Ukraine, se coupant ainsi davantage. Le territoire de Primorsky-Khaï et le territoire de Khabarovsk, qui constituent aujourd'hui une partie considérable de la Mandchourie, faisaient partie de ce territoire. Ce fut le moment qui changea durablement les relations sino-russes, si l'on cherche bien. Sous la contrainte, la Chine a signé en 1860 un traité limitant l'accès à la mer de Chine orientale et méridionale et interdisant l'accès à la mer du Japon. Cette injustice n'a pas été oubliée par de nombreux nationalistes chinois qui affirment depuis longtemps que la Mandchourie extérieure appartient à la Chine. Lorsque la Chine a perdu la Mandchourie au profit du Japon, en 1904, sa colère contre la Russie n'a fait que croître. De 1931 à l'invasion de la Chine par le Japon, en 1945, la Chine a perdu le contrôle de toute la Mandchourie. La rivalité sino-russe a commencé avec la création du Parti communiste chinois après la Seconde Guerre mondiale. Dans le but d'améliorer ses relations avec la Russie, la Chine a proposé en 1963 aux dirigeants russes de revoir leurs traités inéquitables et de régler leurs différends frontaliers. Malheureusement, cette proposition n'a pas été entendue par la partie soviétique. L'URSS a insisté sur le fait que les traités précédents étaient équivalents et a refusé de reconnaître l'existence du différend frontalier. Mao Zedong n'en était pas content de cela et en 1964, lors d'un entretien avec
avec Sasaki Kozo et d'autres membres du Parti socialiste japonais à Pékin, il a exprimé son opinion selon laquelle la Russie ne devrait pas contrôler le lac Baïkal, y compris Khabarovsk, Vladivostok et la péninsule du Kamtchatka, et que l'occupation soviétique de la Mandchourie était trop étendue. Malheureusement pour Mao, ces remarques ont été rendues publiques et ce qu'il a dit a mis Moscou en colère. Alors que les tensions s'intensifiaient, la Chine a tenté d'attiser le conflit en jouant sur ses divergences idéologiques avec la Russie, le long des fleuves Amour et Ussuri, qui marquaient la frontière avec la Mandchourie extérieure. Un conflit frontalier sino-soviétique a éclaté en 1969. En mars 1969, la Chine s'est emparée de Damansky, une île située sur la rive russe du fleuve Ussuri. Des centaines de troupes chinoises et soviétiques se sont affrontées pour la possession de l'île avec, selon les rapports, de nombreuses pertes. Le soldat russe Yuri Sologub se souvient de l'intensité de la bataille. En quelques minutes, 720 roquettes d'artillerie de 100 kg ont été tirées sur la cible et 18 véhicules de combat ont tiré une salve. Une fois la fumée dissipée, tout le monde a pu constater qu'aucun obus n'avait touché l'île. Au plus profond du territoire chinois, les 720 missiles ont tous parcouru 5 à 7 km, détruisant la colonie, y compris tous les hôpitaux, le ravitaillement et les quartiers généraux qui s'y trouvaient à ce moment-là. C'est pourquoi le silence s'est installé. Les Chinois ne s'attendaient pas à une telle audace. Comme le conflit était censé se dérouler sur une petite île, Moscou a été stupéfait de voir à quel point il prenait de l'ampleur. Plus d'un demi-million de troupes de dites chinoises étaient stationnées près de leurs frontières et la Russie commença à croire que ce conflit était lié aux déclarations de Mao en 1964. Heureusement, le problème a été résolu sans qu'il y ait de guerre. Et en 1991, après le retrait des troupes des deux nations, la frontière a été officiellement marquée. La Chine estimait qu'elle aurait dû récupérer l'ensemble de la Mandchourie, même si les deux nations étaient apparemment parvenues à un accord et que la Chine avait même obtenu l'île Damansky. Il est évident que des sentiments similaires persistent encore aujourd'hui. Nous sommes-nous déjà demandé pourquoi les territoires sont toujours appelés Mandchourie extérieure par la Chine? C'est parce que la Chine considère toujours cette région comme la sienne, même si elle porte des noms russes comme Vladivostok et Khabarovsk. En tout cas, malgré ces problèmes sous-jacents, les relations sino-russes se sont améliorées de manière spectaculaire après 1991. Mikhail Gorbatchev s'est rendu à Pékin en 1989 pour finaliser la réconciliation des deux pays communistes, alors qu'ils avaient déjà commencé à renforcer leurs relations diplomatiques. Boris Eltsine, alors président de la Russie, s'est rendu en Chine en 1994 et après sa rencontre, il s'est dit ravi de l'amélioration des relations entre les deux nations et a proposé d'étendre la zone de libre-échange le long de la frontière. Entre 1996 et 2001, la coopération stratégique s'est transformée en amitié. En 1996, l'accord de partenariat stratégique entre la Chine et la Russie a été conclu et la Russie a soutenu politiquement la Chine dans la mise en œuvre de l'agenda d'une seule Chine. Le président chinois Jiang Zemin et le président russe Vladimir Poutine ont signé en 2001 une politique de 20 ans, le traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Bien qu'ils définissent des engagements en matière de coopération et de soutien géopolitique en général, l'article 9 du pacte est particulièrement remarquable. L'article 9 du traité avait essentiellement des implications en matière de défense et stipulait que les deux pays se rencontreraient immédiatement pour se concerter sur les moyens d'éliminer toute menace contre la paix de l'une des parties ou toute menace d'agression. La Chine et la Russie ont signé de nombreux autres accords depuis que le pacte a été renouvelé pour 5 années supplémentaires le 28 juin 2021. La Chine a promis de soutenir la Russie contre la prétendue agressivité de l'OTAN et le président Xi a déclaré que leur alliance ne connaissait pas de frontières lorsqu'il a rencontré Poutine en marge des Jeux Olympiques de 2022 à Pékin. La relation entre les deux dirigeants était devenue si forte que, selon les estimations des services de renseignement occidentaux, les autorités chinoises étaient au courant de l'invasion prévue de la Russie début février et ont demandé à la Russie d'attendre la fin des Jeux Olympiques de Pékin avant d'envahir le pays. Comme vous pouvez le constater, nous faisons tout notre possible pour améliorer la qualité de production de la chaîne. Nous souhaitons continuer à produire des vidéos de ce type et nous nous efforçons d'obtenir des résultats encore meilleurs. Bien que la production de ces vidéos prenne beaucoup de temps et coûte des milliers de dollars, elles sont souvent diabolisées par YouTube car elles traitent souvent de sujets peu propices à la publicité. Même si cela ne plaît pas aux annonceurs, nous souhaitons continuer à traiter des sujets comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, un film démonétisé rapporte relativement peu d'argent par rapport à son coût. Nous aimons le faire et nous espérons que vous prendrez plaisir à le regarder. C'est pour cette raison que nous avons introduit Patreon et une affiliation. De cette manière, vous pouvez soutenir directement notre matériel et nous permettre de faire ce que nous aimons. Alors, si vous le pouvez, aidez-nous en devenant membre de YouTube ou en contribuant à notre Patreon. Vous trouverez des liens dans la description et des codes QR à l'écran.
Nous apprécions beaucoup votre soutien. Peut-être la Chine pourrait-elle rayer la Mandchourie de sa mémoire au nom de la bonne volonté de la relation. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela n'est pas réalisable. L'une des principales raisons pour lesquelles la Chine est déterminée à reconquérir la Mandchourie est dans sa position stratégique. En effet, la Mandchourie placerait la Chine à proximité de la péninsule coréenne et du Japon. Arrêtons-nous un instant sur la présence militaire croissante des États-Unis au Japon et en Corée du Sud et dans leurs environs. La Chine profite grandement de la Mandchourie car elle contrebalance l'influence des États-Unis dans la région et lui permet d'y développer des relations économiques. En accord avec les objectifs d'expansion de la Chine, elle rétablit également l'accès longtemps perdu de la Chine à l'océan Pacifique et à la mer du Japon. Bien que cela ait déjà été suggéré par le passé, nous devons discuter de la richesse et de la rentabilité de la Mandchourie. L'importante production de pétrole et de gaz à Daqing et Songliao contribue considérablement à la production énergétique de la Chine. Dans le sud-ouest, où se trouvent une grande aciérie à Anshan et une grande mine à Fushun, les ressources minières telles que le charbon et le fer contribuent également de manière significative à la richesse de la région. La Mandchourie possède également de grandes quantités d'uranium et d'or, ainsi que d'autres minéraux comme la magnézite, le cuivre, le plomb et le zinc. La Grande Mandchourie, qui s'étend entre les fleuves Liao et Songhua, est riche, densément peuplée et est devenue le centre agricole de la Chine. L'agriculture joue également un rôle important dans l'économie de la Mandchourie. Les principales cultures de la région sont les patates douces, les haricots, le riz, le blé et différentes céréales, le coton, le lin et la betterave sucrière qui sont tous produits en quantité suffisante pour être exportés vers la Chine. Le réseau ferroviaire de Mandchourie qui relie la Chine, le Japon, la Corée du Nord et la Russie est un autre avantage important. Pour relier Changchun et Dalian, une importante ville portuaire, la South Manchuria Railway Company a été créée en 1906. Le chemin de fer s'est ensuite développé et a été relié au chemin de fer oriental chinois construit par la Russie. En ses premiers temps, le chemin de fer était utilisé pour le transport de marchandises, notamment de soja, qui était un produit d'exportation important pour la Mandchourie. Ce réseau a changé les règles du jeu en matière de commerce et de développement économique dans la région et a joué un rôle important dans la croissance du secteur de l'acier et des mines de charbon en Chine. Certaines parties de ce chemin de fer appartiennent toujours à la Russie, ce qui pose un problème à la Chine. Cette merveille logistique profite aux chemins de fer russes d'Extrême-Orient qui sont toujours reliés au système ferroviaire chinois. Le chemin de fer est une source de rivalité entre la Chine et la Russie, malgré certains accords de coopération visant à relier le Heilongjiang chinois et le vaste district fédéral de l'Est russe. La Chine tente d'interdire l'accès à la Russie, tandis que cette dernière cherche toujours à conserver sa part de marché. La Chine profiterait grandement d'un contrôle total de la région d'un point de vue économique et logistique. La production de la Mandchourie représente une part considérable du PIB chinois, soit environ 10%. La Chine vise un contrôle total de la région, tandis que la Russie a tenté d'en faire une région où les deux nations pourraient vivre. La Chine n'est guère intéressée par la prospérité de la Russie, surtout au vu des actions de Poutine ces dernières années. La Mandchourie est une région frontalière d'une grande importance militaire et l'armée populaire de libération y a établi plusieurs bases. Le quartier général militaire régional se trouve à Harbin, une ville importante du Heilongjiang. La 30e division de chasseurs de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération est stationnée sur la base aérienne de Harbin et la station radar de Harbin surveille l'espace aérien et guette les missiles. En raison de sa proximité avec des puissances militaires connues, la Chine a accordé une grande priorité à l'établissement d'installations militaires dans la région. La stratégie à long terme de la Chine visant à s'étendre dans la partie russe de la région se reflète dans les investissements qu'elle a réalisés pour renforcer la région. Nous avons abordé tous ces aspects de la Mandchourie pour illustrer sa valeur économique pour la Chine, mais la principale motivation derrière la volonté de Pékin de faire la guerre dans la région est d'ordre sentimental. La Chine n'a pas oublié ce que la Russie a accompli pendant le siècle d'humiliation et poursuit chaque nation qu'elle a foulée lorsqu'elle a été renversée. Selon les nationalistes, la majorité de la population de Mandchourie est chinoise, maîtrise la langue et est intégrée dans la culture. La Chine a l'intention de profiter de la guerre en Ukraine pour corriger des injustices historiques, tandis que la revendication de la Russie sur la région repose exclusivement sur des traités prétendument inéquitables. Bien que les relations sino-russes semblent se porter à merveille, nous ne devons pas oublier une chose. En géopolitique, il n'y a que des intérêts éternels, pas d'amis ou d'ennemis éternels. Pour l'instant, la Chine et la Russie surfent sur la vague de leur soi-disant amitié et leurs intérêts convergent. Nous avons déjà parlé du traité de bon voisinage et de coopération amicale, mais il existe de nombreux autres accords stratégiques qui lient la Chine et la Russie.
Après le renouvellement de leur traité d'amitié en 2021, la Chine et la Russie ont signé des accords de coopération énergétique, notamment des contrats sur le pétrole et le gaz pour des projets énergétiques communs. En 2022, les deux nations ont déclaré conjointement qu'elles ouvriraient une nouvelle ère de développement durable au niveau mondial. Parmi les résultats significatifs des discussions, on peut citer des discussions positives sur les plans de croissance de l'Union économique eurasienne et de l'initiative Belt and Road visant à améliorer la coopération entre l'UE et la Chine. Comme nous le verrons plus tard, la Chine et la Russie aspirent toutes deux à une alliance eurasienne plus large qui viendrait compléter l'initiative La Ceinture et la Route. En outre, la Russie a réaffirmé avec force que Taïwan était une partie indissociable de la Chine et s'est opposée à la déclaration d'indépendance de Taïwan tout en réaffirmant son soutien à la politique d'une seule Chine. Les deux pays ont également implicitement condamné les États-Unis et le Japon, affirmant que la sécurité de la Chine était menacée par l'ingérence de puissances extérieures dans la région. En outre, les deux nations ont profité de l'occasion pour critiquer publiquement l'OTAN. Selon la déclaration, les parties s'opposent à l'expansion continue de l'OTAN et demandent à l'Alliance Atlantique du Nord d'abandonner ses idéologies datant de l'époque de la guerre froide, de respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts des autres nations, ainsi que la diversité de leurs contextes historiques, culturels et civilisationnels, et de se comporter de manière juste et impartiale vis-à-vis des développements pacifiques des autres États. Les parties s'opposent à la création de structures fermées et de camps adverses dans la région Asie-Pacifique et sont extrêmement préoccupés par la manière dont la stratégie indo-pacifique des États-Unis pourrait nuire à la paix et à la stabilité dans la région. La Chine partage l'avis de la Russie selon lequel l'OTAN est le chien de garde qui intercepte toutes les activités impitoyables de l'Amérique et que l'Amérique est un tyran. Toutefois, la Chine nourrit une rancune personnelle depuis 1999. La Chine a un profond ressentiment envers l'OTAN parce que en 1999, lors d'un incident, le 7 mai, l'OTAN a fait tomber un bombardier B-2 sur l'ambassade de Chine alors qu'elle combattait l'agression serbe contre les Albanais. Bien qu'il s'agisse d'une erreur, le bombardement de l'ambassade a tué 3 nationalistes chinois et en a blessé 20 autres. La Chine soupçonne depuis longtemps une participation déloyale et ne croit pas qu'il s'agissait d'une simple erreur de calcul. Depuis lors, la politique étrangère de la Chine est fortement anti-américaine et les États-Unis sont devenus son pire ennemi aux yeux de l'opinion publique. Poutine et Xi sont tous deux animés par le désir de s'imposer comme des acteurs puissants au sein de la communauté internationale et aspirent à une histoire de rédemption. Ils aspirent à des représailles contre les puissances occidentales qui les ont ridiculisés après le siècle humiliant de la Chine lors de l'effondrement de l'Union soviétique qui a embarrassé les deux nations aux yeux du monde. La politique qui nous dresse contre le reste du monde a été maintenue par la Chine et la Russie, et bien que la majorité du monde ait blacklisté la Russie, la Chine continue de commercer avec elle. La Chine s'est défendue lorsqu'elle a été accusée de le faire, affirmant qu'elle ne faisait que du commerce de biens à double usage et ne vendait pas d'armes létales à Moscou. Le fait que les militaires et les citoyens puissent utiliser ces biens à double usage crée une échappatoire. L'Institut de recherche Carnegie Endowment affirme que Pékin exporte chaque mois vers la Russie des biens à double usage d'une valeur de plus de 300 millions de dollars américains. Ce graphique montre comment le commerce entre la Chine et la Russie a considérablement augmenté au cours des 2 dernières années, avec un volume d'échange record de 240 milliards de dollars en 2023, 64% de plus qu'en 2021. La Russie a importé 111 milliards de dollars de Chine et exporté 129 milliards de dollars vers la Chine. Lors d'une conférence à Pékin, Poutine a assuré avec assurance que 90% du commerce russe se faisait en yuan et non en dollars américains. Et bien, compte tenu de toutes les restrictions économiques auxquelles elle est soumise, la Russie n'a pas d'autre choix. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de la Russie, dépassant ainsi l'Allemagne, et la Russie est désormais le premier fournisseur de pétrole de la Chine, dépassant ainsi l'Arabie Saoudite. Ils ont une alliance forte parce qu'ils font déjà du commerce ensemble, là où l'argent peut être gagné, des amitiés se nouent. Malgré les événements en Ukraine, la Russie et la Chine n'ont organisé des exercices militaires communs qu'en septembre 2024. La Russie et la Chine ont participé à des patrouilles coordonnées et à des exercices militaires pendant Océan 202, un exercice de 7 jours. Cela fait suite à la promesse de Xi selon laquelle les deux nations renforceront leur coopération militaire. Pour Auchan 2024, Pékin a envoyé un certain nombre de navires et une quinzaine d'avions à l'extrême est de la Russie, et les forces armées des deux nations ont mené des exercices navals coordonnés dans les eaux proches du Japon.
Washington a exprimé publiquement son mécontentement et son inquiétude face à ces événements et a fait savoir à quel point il était inquiétant que la Chine et la Russie coopèrent aussi étroitement. Après la démonstration de forces conjointes près de l'Alaska, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle restait préoccupée par la coopération sino-russe. Pour la première fois, des bombardiers chinois ont accompagné des avions russes lors d'une patrouille avant d'être stoppés par des avions de combat canadiens et américains. Le Pentagone a envoyé des informations à Natasha Bertrand de CNN. Quelle a été la première fois que des bombardiers russes et chinois ont opéré dans cette région avant d'être interceptés par des avions de combat américains et canadiens? Des bombardiers russes et chinois ont été interceptés mardi au large de l'Alaska par des avions de combat américains et canadiens. En outre, les bombardiers se trouvaient à environ 200 miles de la côte, mais ne s'approchaient pas forcément des États-Unis ou du Canada. Selon les responsables américains, il s'agissait néanmoins d'un développement inquiétant, car il montre clairement à quel point les Chinois et les Russes collaborent désormais étroitement et que les Chinois semblent désormais envoyer des bombardiers dans cette région connue comme la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska. Les États-Unis réagissent en faisant décoller des avions et en interceptant ces vols dès qu'une unité étrangère pénètre dans ce qui est toujours officiellement un espace aérien international. Selon une déclaration de NORAD, il n'y a jamais eu de menace pour les États-Unis ou le Canada, mais il est néanmoins essentiel pour les officiels américains de montrer aux Chinois et aux Russes qu'ils peuvent les suivre et les surveiller en temps réel. Le ministre de la Défense Lloyd Austin a également abordé ce sujet. Il a affirmé que les États-Unis n'étaient là pas surpris car ils avaient gardé un œil sur ces bombardiers tout au long de leur séjour dans la zone d'identification de la défense aérienne et même avant. Cela montre toutefois clairement l'étroite collaboration qui existe actuellement entre les armées chinoises et russes. En outre, il est évident que les forces armées russes et chinoises ont utilisé cela comme une démonstration de force vis-à-vis des États-Unis afin de montrer qu'elles coopèrent désormais dans une région de l'Arctique où les Chinois n'ont jamais été présents auparavant à proximité de la zone d'identification de la défense aérienne. Les États-Unis surveillent cela de près. Ce qui est encore plus inhabituel, c'est la bonne entente entre les deux présidents. La plupart des relations internationales sont établies dans l'intérêt de la nation. Cependant, malgré leurs objectifs communs, les deux chefs d'État semblent vraiment s'apprécier. Elle a qualifié Poutine de son meilleur ami et lorsque les deux chefs d'État se rencontrent, on les voit souvent s'adonner à des activités qui seraient de considérer comme quelque peu inhabituelles. Compte tenu des similitudes entre les deux chefs d'État, cela ne devrait pas être une grande surprise. Leur philosophie se ressemble et les deux régimes sont autocratiques, le chef détenant tous les pouvoirs. Or, certaines choses ont rendu assez clairs les sentiments réels de la Chine à l'égard de la Russie. Malgré cet étalage de copinage, la Chine a commencé à sous-estimer les prix du pétrole de la Russie à leur niveau le plus bas lorsque chaque rouble compte et les deux pays continuent de se disputer sur les prix du gaz. La Russie a exporté plus de 200 milliards de mètres cubes de pétrole à son apogée, mais elle est désormais contrainte de vendre son pétrole à la Chine en raison de restrictions économiques. Une limite de prix a été introduite pour les exportations de la Russie, limitant le prix à 60 $ américains pour ceux qui souhaitent continuer à commercer avec la Russie. Initialement, le prix du baril était de 82 $. Un baril de pétrole brut de l'Oural, la principale variété de pétrole russe, est actuellement vendu à 49,5 $ le baril, alors que l'on pourrait penser que la Chine serait plus que disposée à payer le prix maximum. Cela s'explique par le fait que des partenaires commerciaux comme la Chine et l'Inde négocient des prix plus bas en abusant des restrictions. Il existe des parallèles frappants entre cette période et l'exploitation séculaire par la Russie de la dynastie Qing qui s'est effondrée à des fins personnelles. En outre, la coopération économique a diminué lorsque l'administration Biden a commencé à faire pression sur la Chine afin d'obtenir un soutien supplémentaire pour la Russie. Tout a commencé lorsque les entreprises russes se sont plaintes que d'énormes sommes d'argent étaient retenues de manière suspecte et que les paiements aux partenaires commerciaux chinois étaient retardés. Soudain, il a semblé que les transactions impliquant des entreprises russes étaient examinées de près et que les banques d'État chinoises retenaient les paiements. En août 2024, la Chine a ensuite choqué la Russie en suspendant des transactions russes d'une valeur de plusieurs milliards de yuans. Tous les paiements internationaux à la Chine ont été suspendus et le volume des échanges commerciaux a fortement diminué. La raison de ce soudain changement d'attitude de la Chine était que le pays était en difficulté en raison de son alliance avec la Russie. Les États-Unis ont clairement indiqué que la Chine devrait s'attendre à des mesures secondaires si elle continuait à soutenir les entreprises russes figurant sur la liste des sanctions.
La Chine doit également tenir compte de son économie et ne peut actuellement pas se permettre d'être en conflit avec les États-Unis. Actuellement, 265 entreprises chinoises sont cotées à la bourse américaine pour une valeur marchande totale de 848 milliards de dollars et de nombreuses entreprises chinoises dépendent des marchés américains et européens pour leurs échanges commerciaux. Même le nombre d'importations a diminué en raison de l'augmentation de la conformité en 2024. Les importations chinoises en Russie ont diminué d'environ 1% pour atteindre 62 milliards de dollars et la Banque centrale du pays prévoit une baisse globale de 3% des importations mondiales en 2024. La Chine fait des affaires et il n'y a généralement pas de mauvaises intentions, mais en réalité, Xi est de plus en plus frustré par le cours actuel de la Russie. Il n'est pas dans l'intérêt de la Chine d'être impliquée dans un conflit mondial à ce stade et à chaque nouvelle phase du conflit, la Chine craint d'être entraînée dans le conflit aux côtés de la Russie si l'Occident intervient. La Chine craint de sombrer avec Poutine qui est devenu un personnage hautement autodestructeur. Xi est également conscient que le maintien du règne de Poutine est ce qu'il y a de mieux pour lui. Après tout, il a investi beaucoup de temps dans cette relation et si Poutine partait, le statu quo serait perturbé et un nouveau dirigeant pourrait émerger qui ne serait pas en accord avec les intérêts de la Chine. L'utilisation présumée par la Chine de hackers pour espionner le gouvernement russe est une preuve supplémentaire de son agenda anti-russe dissimulé. On pourrait penser que son ami est immunisé, mais comme nous le savons tous, l'espionnage chinois est à son plus haut niveau. De nombreux ordinateurs d'agences gouvernementales et d'entreprises technologiques russes ont été pris pour cible par des pirates chinois et des logiciels dangereux ont été accusés d'y être installés. Une version améliorée du malware Cloud Sorcerer, précédemment utilisé pour espionner les entreprises russes, et une porte dérobée plug-wide non identifiée ont été découvertes par la société de cybersécurité russe Kaspersky. Le logiciel a déjà été trouvé et associé au collectif de pirates APT31 qui a des liens avec Pékin. Même s'il n'y a pas de preuves évidentes de ces affirmations, le simple potentiel qu'elles puissent être vraies suffit à éveiller la méfiance. En effet, la reconquête de la Mandchourie, qui appartient légalement à la Chine, fait partie des objectifs de la Chine, mais tout cela fait partie de la stratégie à long terme de la Chine en Asie du Nord-Est. Connaissez-vous l'initiative chinoise La Ceinture et la Route? La Chine a un énorme plan appelé Belt and Road Initiative, BRI, visant à relier l'Asie de l'Est et l'Europe par une seule route de transport. Depuis son lancement en 2013, la politique étrangère du président Xi tourne autour de ce projet, souvent appelé Nouvelle route de la soie. La dynastie Han en Chine est considérée comme la fondatrice de la première route de la soie. Cette route servait de route commerciale à travers les territoires de l'Afghanistan actuel, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, de l'Inde et du Pakistan au sud. Actuellement, cela représente plus de 600-400 km de l'Europe. Cette route a été pionnière dans la connexion des marchés de l'Est et de l'Ouest, faisant de l'Asie centrale le cœur de la mondialisation. La Chine a reçu de l'or et d'autres métaux précieux, de l'ivoire et des produits en verre via ce réseau, tout en exportant de la soie chinoise rare, du jade et d'autres choses. Lors de sa visite officielle au Kazakhstan et en Indonésie en 2013, le président Xi a présenté son plan. Dans sa présentation, il a souligné la rentabilité potentielle de la nouvelle route de la soie pour toutes les parties concernées. Dans son discours, il a déclaré que notre région deviendrait plus compétitive économiquement au niveau mondial, réduirait drastiquement les coûts de rotation et améliorerait notre capacité à repousser les menaces financières si elles parvenaient à atteindre la convertibilité de la monnaie locale et à la régler parmi les comptes courants et les comptes de capital. La route de la soie maritime et la ceinture économique de la route de la soie devraient être mises en place avant de devenir la Belt and Road Initiative. Elle était connue sous le nom de One Belt, One Road Initiative, un vaste réseau d'autoroutes, de pipelines énergétiques, de voies aux ferrées et de passages de frontières accélérés faisait partie de la vision de Xi qui s'étendait vers le sud jusqu'au Pakistan, à l'Inde et au reste de l'Asie du Sud-Est et vers l'ouest à travers les anciennes républiques soviétiques montagneuses. Après son annonce initiale, Xi a rendu sa proposition publique lors de la conférence de l'ANAS, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, en Indonésie. En 2013, 10 pays, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam, forment l'ASEAN, une organisation régionale dont l'objectif est de promouvoir la sécurité et la coopération économique. Xi a exposé son approche de manière très stratégique, ce qui l'a aidé à augmenter le nombre de membres jusqu'au niveau actuel. La Chine a tenté d'accroître le commerce maritime en investissant dans le développement des ports le long de l'océan
l'océan Indien, de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique de l'Est et à certaines parties de l'Europe, ainsi que dans le réseau ferroviaire et routier. En décembre 2023, l'initiative La Ceinture et la Route regroupe désormais 147 nations, ce qui témoigne du succès des investissements chinois. L'étendue du monde couvert par la BRI est représentée sur cette carte. Sur les 147 pays, 44 se trouvent en Afrique subsaharienne, 24 en Asie de l'Est et dans le Pacifique, 19 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 6 en Asie du Sud-Est, 34 en Europe et en Asie centrale et 22 en Amérique latine et dans les Caraïbes. Environ 2/3 de la population mondiale et 40% du PIB mondial sont concentrés dans cette vaste région. Outre la construction d'infrastructures, la Chine a également alloué des fonds à des zones économiques qui ont amélioré la vie des habitants des pays en développement et favorisé l'emploi. Un autre objectif était d'étendre l'utilisation du yuan chinois à l'étranger. En outre, il existe sans aucun doute un objectif caché pour la Chine, même s'il est évident que de nombreuses personnes ont bénéficié de cette entreprise. En réalité, l'objectif de cette entreprise était de donner à la Chine une plus grande influence mondiale. En substance, la Chine a l'intention de contrer l'influence des États-Unis par le biais de la BRI. En fin de compte, l'objectif est d'augmenter les exportations, les revenus et la capacité de production de la Chine. En substance, la Chine tente de redessiner les cartes commerciales, tout comme elle redessine souvent les cartes territoriales de manière arbitraire. C'est la Chine et non les États-Unis ou l'Europe qui est le centre commercial sur cette nouvelle carte. Le projet chinois Made in China 2025, une initiative gouvernementale visant à élargir la base manufacturière de la Chine par le développement rapide de 10 secteurs de haute technologie tels que les voitures électriques, les télécommunications, la robotique avancée et l'intelligence artificielle, sera également optimisée par la participation du pays à la BRI. Les deux composantes de la stratégie consistent à éliminer complètement la dépendance de la Chine vis-à-vis des marchés d'outre-mer et à établir une sorte de monopole chinois sur les marchés internationaux. En outre, la Chine gagne secrètement en influence. Une enquête menée en 2021 sur plus de 100 contrats de financement de crédit a révélé que certains d'entre eux contenaient des dispositions qui empêchaient le pays de coopérer avec le Club de Paris, composé essentiellement de 22 nations occidentales, afin de forcer les autres nations à soutenir ses agendas ou à adopter sa politique d'une seule Chine. La Chine se réserve également le droit d'exiger un remboursement à tout moment. Le fait que l'aide ou le soutien ne soit jamais accordé de plein gré ne devrait surprendre personne, le moins du monde. Mais quel est le rôle de la Mandchourie dans cette situation? La Mandchourie est essentiellement le cœur battant du plan chinois. Elle est un élément économique important du projet en raison de ses nombreuses ressources. Le corridor Chine-Mongolie-Russie, qui a amélioré le commerce entre les trois pays, et le pont ferroviaire Chine-Russie qui relie la Mandchourie à la Russie sont des exemples de projets BRI. La Chine a tenté d'étendre ses échanges commerciaux avec la Corée du Nord, la Mongolie et l'Asie centrale à partir de la Mandchourie. Nous ne devons pas nous faire d'illusions en pensant que la Russie a été un observateur passif dans tout cela. La Russie a coopéré et a même félicité Xi pour l'initiative La Ceinture et la Route parce qu'elle en tire des bénéfices économiques. Poutine a déclaré « Nous voyons que certains considèrent cela comme une tentative de la République populaire de Chine d'écraser quelqu'un en dessous d'elle, mais nous ne voyons pas les choses ainsi, selon une agence de presse étatique russe. Nous ne voyons que le désir de travailler ensemble. Poutine sait qu'il doit danser pour sa nourriture et n'est pas un imbécile. Il reconnaît le problème avec la BRI derrière la mascarade de vouloir soutenir la Chine. Le Kremlin était conscient que ce projet entre en concurrence avec son propre réseau transsibérien et son objectif de relier son territoire par le rail. La Chine a autorisé la connexion de l'Union économique eurasienne, une initiative russe, la seule raison pour laquelle la Russie a adouci sa position vis-à-vis de la BRI. Étant donné l'importance que la Russie accorde à l'UEEA dans ce domaine, la Chine a accepté que l'UEEA soit un partenaire à part entière et égal dans la région dans le cadre de ce plan de Pékin. Bien que ce compromis ait été trouvé, la Russie est consciente que l'action de la Chine diminue son pouvoir. Le seul problème est qu'elle n'est actuellement pas en mesure de se défendre en raison de sa situation économique actuelle et des effets des sanctions occidentales. La Russie a décidé de faire l'idiote face aux aspirations de la Chine concernant la Mandchourie. Le président taïwanais Lai Ching-te a récemment déclaré avec audace lors d'une interview à une émission de télévision taïwanaise que la Chine était davantage motivée par le désir de changer le monde que par le désir d'intégrité territoriale. Il a poursuivi en disant que la Chine devrait se concentrer sur le fait qu'elle a cédé d'importants
territoire de Mandchourie à la Russie plutôt que d'annexer Taïwan. Il a affirmé que la Chine devrait étendre ses activités en Mandchourie, où elle a une revendication plus forte que celle de Taïwan. La première réaction de la Russie a été de présenter les propos de Taïwan comme irrationnels. Maria Zakharova, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a condamné les propos de l'AI, affirmant que la Chine et la Russie avaient conclu un accord en 2004 pour définir la frontière et que l'idée était ridicule. Les parties de la Mandchourie auxquelles la Russie a renoncé sont acceptables pour Pékin, a déclaré Zakharova. En fait, Zakharova est allée jusqu'à dire que les Américains avaient poussé l'AI à faire sécession. Selon les rapports, la Russie est très sûre de son amitié avec Pékin et pense que les deux pays sont sur la même voie. On ne sait pas si la Russie croit vraiment ce qu'elle dit ou si elle joue simplement un très bon jeu diplomatique. Si la Russie ne s'attend même pas à ce que la Chine ait des revendications territoriales dans la région, cela serait inquiétant. Cela signifierait que la Russie serait prise au dépourvu si la Chine mettait finalement en œuvre son plan pour la Mandchourie. Les États-Unis et l'OTAN travaillent délibérément pour contrer la puissance de la Chine, car le reste du monde semble être beaucoup plus attentif que la Russie. Considérez ce qui suit, étant donné que Poutine a été au centre de l'attention ces derniers temps, nous n'avons pas été en mesure d'identifier la véritable nature malveillante de la Chine. Il existe de nombreuses façons d'observer les tendances expansionnistes de la Chine. Il y a ses différences avec Taïwan, la mer de Chine méridionale, l'Inde le long de sa frontière et d'autres escarmouches avec le Japon. Selon les États-Unis, la Chine se sert du plan BRI comme d'un cheval de Troie pour développer son armée. La campagne Build Back Better World a été lancée en 2021 par Biden et les autres membres du G7 pour contrer la création de la BRI. Son objectif était d'offrir aux pays à revenus moyens et faibles une alternative à l'initiative La Ceinture et la Route. Avec des objectifs tels que le renforcement de la sécurité sanitaire et l'investissement dans l'énergie durable, il se positionnait essentiellement comme une sorte d'école privée de la BRI. Malheureusement, le succès du projet n'a pas été à la hauteur des attentes. Cela s'explique par le fait qu'il n'a pas été possible de réunir suffisamment de fonds pour concurrencer efficacement la BRI. Après son lancement, le programme n'a rapporté qu'environ 6 millions de dollars US par an. Après avoir été rebaptisé, le programme s'appelle désormais Partnership for Global Infrastructure and Investment. La Chine et la Russie ont toutes deux uni leurs efforts pour dépeindre les États-Unis et l'OTAN comme belliqueux et cupides, mais en réalité, l'objectif de la défense collective était de contrecarrer les mouvements de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. L'Inde et le Japon, deux nations extérieures aux États-Unis, ont été en mesure de reconnaître les aspirations de la Chine pour ce qu'elles sont. Dès le début, l'Inde a tenté d'attirer l'attention sur les intentions de la Chine, qu'elle qualifie de stratégie géoéconomique String of Pearls. L'Inde affirme que la Chine cherche à étendre son réseau ferroviaire et portuaire afin de prendre le contrôle de l'Asie et de remettre en question l'hégémonie de l'Inde dans l'océan Indien. La Chine y parvient en imposant à ses voisins de l'océan Indien des dettes incalculables afin de prendre le contrôle de sites stratégiques dans la région. La Chine est même allée jusqu'à nouer des alliances avec le Pakistan, son adversaire indien. Pour contrer cela, l'Inde a pris l'initiative de commencer à travailler avec des voisins comme l'Afghanistan sur ses propres initiatives d'infrastructure. Comme les États-Unis considèrent l'Inde comme un contrepoids à une Asie contrôlée par la Chine, ils se sont également rangés du côté de l'Inde. En créant des projets d'infrastructures régionaux tels que le corridor de croissance Asie-Afrique, qui vise essentiellement à créer un réseau reliant le Myanmar à l'Afrique de l'Est, le Japon a également équilibré ses intérêts. Le Japon a alloué plus de 300 milliards de dollars de fonds publics et privés à des projets d'infrastructures à travers l'Asie, démontrant ainsi son fort engagement envers ce programme. Pour contrecarrer les ambitions de la Chine, l'Inde et le Japon ont travaillé ensemble sur cette initiative. La France fait partie des autres nations qui ont critiqué les aspirations de la Chine, affirmant que les prétendus partenaires de la BRI ressemblent davantage à des États vassaux et qu'ils devraient faire preuve de prudence dans leurs transactions. La communauté internationale craint que les ambitions de la Chine ne fassent que se renforcer et que l'impérialisme ne renaisse si les nations ne travaillent pas ensemble pour contrebalancer l'influence de la Chine. Cela transformera les prétendus théoriciens du complot en analystes dans les mois à venir. Les Chinois sont faciles à cerner et une chose est sûre, ce sont des opportunistes. Pendant longtemps, Taïwan a été considéré comme la première victime des ambitions d'expansion territoriale de la Chine, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Selon Diane Francis, l'objectif de la stratégie chinoise pour Taïwan était de conclure un accord sur un pays à deux systèmes plutôt que de lancer une invasion. Malheureusement, la Chine a depuis lors d'autres objectifs après le refus de Taïwan. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, c'est le moment idéal pour la Chine de reconquérir la Mandchourie. Tout d'abord, Moscou est mal équipé pour réagir et personne dans la communauté internationale ne soutiendra la Russie. La Chine a déjà fait savoir très clairement de quel côté elle se trouve et Poutine est sur le point d'entrer dans sa 4e année de guerre, ce qui est un mauvais signe.
Le président Xi a récemment déclaré lors de la conférence BRIC que les combats en Ukraine ne devaient pas s'envenimer. Selon lui, 3 critères doivent être respectés dans la suite de la crise: pas d'escalade des combats, pas de propagation à partir du champ de bataille et pas de parties pertinentes qui jettent de l'huile sur le feu. Outre le fait que la Chine n'apprécie pas l'amitié qui se développe entre Moscou et Pyongyang, il s'agit sans aucun doute d'une pique adressée à la Corée du Nord qui a envoyé des troupes en Russie. La Chine s'est déjà établie comme partie neutre et profitera de l'effondrement de Moscou lorsque le navire russe commencera à sombrer. C'est le moment idéal pour réclamer le retour de ce pays qui s'y accroche depuis 200 ans. Dans son interview à Times Radio, Diane Francis a déclaré sans ambiguïté qu'elle s'attendait à ce que la Fédération de Russie se désintègre après le conflit en Ukraine. La Chine est fortement impliquée dans ce qui se passera avec la Russie après ce conflit, a-t-elle poursuivi. Nous sommes nombreux à prédire que le successeur de Poutine ne sera pas en mesure de maintenir le contrôle des 11 fuseaux horaires du pays une fois que le centre aura échoué et qu'ils auront perdu la bataille. Le pays est tout simplement trop grand. La Mandchourie, qui a été conquise par la Chine il y a plus d'un siècle, se trouve à l'extrémité orientale. Ils vont reconquérir la Mandchourie parce qu'ils le veulent. La Russie se trouve aujourd'hui dans une situation si désespérée qu'elle doit se tourner vers les forces nord-coréennes pour obtenir un soutien. La Corée du Sud a annoncé en octobre 2024 que des troupes nord-coréennes se trouvaient en Ukraine et que le 3 octobre, environ 6 officiels nord-coréens avaient été tués lors d'une attaque de missiles ukrainiens près de Donetsk. Les services de renseignement de la défense ukrainienne ont intercepté certains enregistrements audio ayant fait l'objet d'une fuite et montrant des soldats russes, ce qui soulève des questions sur la manière dont les soldats nord-coréens sont commandés et approvisionnés en équipements militaires et en armes. La Corée du Nord combat sans aucun doute aux côtés de la Russie, malgré des rapports contradictoires sur le nombre de ses forces armées en Ukraine. Selon la Maison-Blanche, au moins 3000 soldats sont sur place, tandis que selon le président ukrainien Zelensky, 10 000 soldats sont préparés pour l'opération. L'escalade apparente de Poutine n'est qu'une preuve supplémentaire que la guerre est devenue un chaos total. En insistant sur le fait qu'elle ne veut pas s'impliquer dans le problème, la Chine a déjà commencé à se mettre dans une position où elle pourrait trahir Poutine. Il est risqué d'inclure la Corée du Nord dans cette discussion car cela soutient l'idée que la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine auront accès. Les responsables chinois ont déjà déclaré à Newsweek que Pékin souhaitait désamorcer la situation et n'était pas satisfait des affirmations selon lesquelles des forces nord-coréennes seraient entrées dans le conflit. Dans une déclaration de l'ambassade de Chine aux États-Unis, la Chine a clairement indiqué qu'elle souhaitait une solution politique et que toutes les parties impliquées dans le conflit ukrainien souhaitaient une désescalade. Le fait que les troupes nord-coréennes ne soient arrivées que récemment dans la région et qu'elles perdent déjà du terrain ne fait qu'aggraver la situation. 18 soldats nord-coréens auraient quitté la ligne de front russe quelques jours après leur arrivée et sont depuis recherchés par les forces russes. L'objectif des forces envoyées à Koursk aurait été de forcer l'Ukraine à quitter le territoire. Qu'est-ce que cela signifie pour la Chine et comment va-t-elle mettre en œuvre sa stratégie de reconquête de la Mandchourie? La Chine attend simplement le bon moment pour attaquer. Quand et comment elle frappera est l'un des nombreux facteurs qu'elle doit prendre en compte. Elle doit protéger ses investissements financiers car elle a actuellement de forts intérêts en Russie. Son alliance reste toutefois un avantage. Il s'agit donc de trouver le bon moment. La Chine doit-elle frapper lorsque la bataille est terminée ou attendre que la Russie soit beaucoup plus vulnérable? Tous ces facteurs devraient être pris en compte lors de la planification de la manière dont la Chine entend reconquérir son pays. Il est évident que Poutine perdra cette guerre, comme le prouve le nombre croissant de victimes russes sur le front. Il a fait quelques tentatives désespérées, notamment en concluant des accords militaires avec la Corée du Nord pour le personnel militaire et en cédant des terres à la Chine pour l'équipement. Le conflit, dont on pensait au départ qu'il ne durerait que quelques semaines, entre maintenant dans sa 3e année et Poutine est déjà dépassé. La Chine a réfléchi à la manière dont elle pourrait utiliser la perte de ses partenaires pour promouvoir ses intérêts territoriaux, car elle est trop intelligente pour se rallier à Poutine. La Chine se prépare pour le jour où le butin de guerre sera partagé et elle aura l'occasion de reconquérir définitivement la Mandchourie en se rangeant du côté des nations qui prônent la désescalade.